Southland Tales débute par une séquence imitant une vidéo amateur. On y apprend que l'on est le 4 juillet 2005 et on voit sur ces images une famille célébrant le jour de l'indépendance. Tout se passe bien jusqu'à ce que... Des terroristes ont fait exploser 2 bombes atomiques au Texas. Alors que jusque-là, l'utilisation d'une image amateur permettait au récit de s'ancrer dans notre réalité, avec l'explosion de ces bombes atomiques, le film bifurque totalement et nous rentrons dans une chronologie alternative. Cette scène est en plus le seul moment de convivialité que l'on voit dans le film, et j'espère que vous en avez bien profité, parce qu'à partir de là, l'histoire va complètement dérailler et devenir complètement folle. Bienvenue à Southland Tales. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être pourquoi ce titre de Southland Tales ? Eh bien tout simplement parce que Southland est le surnom donné à la partie sud de l'État de Californie, là où va se dérouler la majeure partie du film. Celui-ci prendra place 3 ans après l'attaque terroriste au Texas. On apprendra que la guerre contre la terreur s'est transformée en véritable 3e guerre mondiale, et que les troupes américaines se battent non seulement en Irak et en Afghanistan, mais aussi en Syrie, en Iran et même en Corée du Nord. World War III had begun. En plus de ça, les États-Unis ont déclaré la loi martiale sur leur territoire. La surveillance policière est omniprésente, on ne peut plus se déplacer entre les différents États sans visa, les flics peuvent tirer à vue sur toute personne suspectée d'être terroriste, et bien évidemment, Internet est étroitement surveillé par un service d'espionnage gouvernemental du nom d'US Ident. Une situation plutôt joyeuse donc, où la seule opposition à ce régime est incarnée par des néo-marxistes autoproclamés qui sont davantage brouillons et comiques que réellement efficaces. You know, there'd be a lot less violence in the world if everyone just got a little more cardio. Yeah. Hey, is that a bazooka? Bref, on se rend compte avec ces éléments que Richard Kelly, le réalisateur, est profondément préoccupé par l'après 11 septembre en prétextant de la chronologie alternative de son film pour exacerber les lois sécuritaires menées par l'administration Bush après l'attentat du World Trade Center, tels que le Patriot Act et la guerre contre le terrorisme. Livrez aux États-Unis tous les terroristes qui se cachent sur votre sol. Ces exigences ne sont ni discutables, ni négociables. De manière satirique, le réalisateur pousse la logique de l'état sécuritaire à son maximum. Dans ce film, il est pratiquement impossible d'avoir une vie privée. Internet est étroitement surveillé, tout comme les conversations téléphoniques. Des caméras de surveillance filment tous les espaces publics inimaginables, si bien qu'il y a même des caméras dans les toilettes. Ew, you're doing bathroom detail? Cette surveillance est symbolisée par le personnage de Nana Ray Frost, la chef de la sécurité intérieure qui, assise dans sa chaise de commandement, surveille les flux vidéo sur un mur d'écran. Nana Mae Frost, please acknowledge. Identification confirmed. Welcome aboard, Miss Frost. Thank you. Et cette notion de flux vidéo est importante dans Southland Tales. En effet, le film nous baigne dans un incessant flux d'images et de sons. C'est grosso modo le flux multimédia auquel on est confronté dans la vie de tous les jours qui est ici mis à l'écran. Le réalisateur sature donc son film de plusieurs sortes d'appareils d'enregistrement, de diffusion et de communication. On y retrouve pêle-mêle des caméras de surveillance, des caméras vidéo, des téléphones portables, des écrans d'ordinateur, des chaînes d'information 24 heures sur 24, des clips YouTube, etc. Tout ça surgit à l'écran à la manière d'un pop-up, de sorte que l'écran qui est censé être celui du film en vient à ressembler à notre écran d'ordinateur. Neo-Marxist cells are attempting to rig the upcoming election using rogue fingerprints from severed thumbs. Well, Christ almighty. Richard Kelly fait ce que l'on appelle du post-cinéma, c'est-à-dire qu'il appréhende le cinéma à travers des médias qui lui sont ultérieurs, comme la télévision et Internet. Il ne se contente donc pas d'un vocabulaire propre au cinéma, mais l'élargit en y intégrant ces autres médias. Il pousse même ce concept un peu plus loin en proposant une expérience transmédia de Southland Tales. Ainsi, le film n'est en fait que l'épilogue d'une bande dessinée en 3 parties. Et en plus de ça, lors de la sortie du film, les personnages avaient leur propre page MySpace, tout comme la société Trier Corporation avait son propre site web.
Sarah Michelle Gellar ira même jusqu'à enregistrer sous son propre nom la chanson Teen Horniness is not a crime, qui dans le film est écrite et interprétée par son personnage. Il n'est donc pas étonnant qu'avec tout ce bordel, on se retrouve avec des scènes assez alambiquées où la réalité et la fiction s'entremêlent. Une d'entre elles concerne les personnages de Dion et de Dream, un couple d'artistes qui va devoir se grimer et se poser des prothèses faciales afin d'interpréter un couple de jeunes mariés qui se disputent. Leur plan est de simuler un scénario dans lequel ils vont se retrouver assassinés par un flic raciste. Ainsi, un de leurs collaborateurs va se faire passer pour ce flic et va répondre à l'appel radio signalant la violence domestique des faux mariés. Dispatch to Officer Taverner, do you copy? Go ahead. We have a possible domestic disturbance at 14,000 Noeda Place. Do you copy? Copy that. L'idée est que le faux flic leur tire dessus avec des balles à blanc et que le faux couple fasse semblant d'être touché pendant qu'un complice appuie sur un bouton pour faire exploser des poches de faux sang. Cette opération a pour but d'enregistrer ce double faux homicide pour faire croire aux médias que l'événement s'est vraiment déroulé afin de discréditer et faire chanter certains politiciens. Yeah, and how much do you want for the tape? $1 million cash. And a yes vote endorsement by the senator on Proposition 69. Là où ça se complique, c'est que le faux flic raciste, c'est Ronald Tavernier, qui imite son propre frère jumeau, Roland Tavernier, qui est en réalité un flic kidnappé et retenu prisonnier par les néo-marxistes. Promise me you won't get hurt. We promise. The neo-Marxists had taken a hostage they would use to expose the sins committed by US Ident. Ronald est accompagné dans cette opération par Boxer Santaros, un acteur amnésique qui écrit un scénario dans lequel il joue le rôle d'un policier psychotique. Ce dernier n'est pas au courant qu'il est en compagnie d'un faux policier et pense être vraiment avec un officier réel afin de perfectionner son propre rôle. Il a avec lui une caméra vidéo avec laquelle il va tout filmer, le but étant bien entendu qu'il filme et enregistre le faux double meurtre. Mais tout va mal tourner lorsqu'un véritable policier fait éruption sur les lieux de la fausse violence domestique. Oh look, fellow officer of the law. Howdy. On a donc un faux flic imitant son frère jumeau qui est quant à lui un vrai flic, en compagnie d'un acteur désirant jouer le rôle d'un policier bien qu'il ait perdu sa mémoire et ne sache plus qui il est réellement. Ils interviennent lors d'une fausse dispute d'un vrai couple de faux mariés qui vont se faire abattre pour de vrai par un tout aussi vrai flic raciste dont on apprendra finalement plus tard qu'il était lui aussi un faux flic engagé par les néo-marxistes afin de récupérer la vidéo. Did you get the tape? When do I get paid? C'est vraiment le bordel, hein. Et en plus de ça, tout ce qu'on voit à l'écran est aussi sous surveillance et est vu par le personnage d'Abby Len, joué par Justin Timberlake, qui fait office à la fois de narrateur, mais aussi de personnage lié à l'intrigue. En cela, il a un rôle particulier dans le film et semble être en dehors du temps, ce qui nous amène à cette scène que j'ai déjà évoquée dans ma première vidéo. Ici, Abby Len se met à chanter et à danser sur la chanson All the Things I've Done, interprétée par The Killers. C'est justifié dans le film par l'injection de Fluid Karma, une puissante drogue psychédélique. Mais en réalité, même si cette scène nous permet de rentrer dans la psyché de ce soldat au visage marqué par une blessure de guerre, elle est indissociable de Justin Timberlake lui-même. Il fait ce qu'il faisait de mieux à l'époque, c'est-à-dire un clip musical empreint de charisme et d'énergie sexuelle. Tout cela crée une certaine discordance. D'une part parce que la manière de filmer n'a rien à voir avec ce que l'on a déjà vu dans le film. En effet, alors que les séquences précédentes sont surchargées d'images, cette séquence-ci ne fait que 4 plans, avec un montage soumis au rythme de la chanson. D'autre part, le personnage d'Abby Len n'a rien de commun avec Justin Timberlake, et le voir ainsi s'agiter avec parfois une désynchronisation entre son chant et la musique donne un aspect étrange à cette séquence. Il y a un côté impersonnel à celle-ci, limite kitsch. Le lieu semble factice.
Et on dirait même qu'il n'appartient pas du tout au film que l'on est en train de regarder. Tout comme ces filles déguisées en infirmières qui ne sont que le fruit d'un fantasme. C'est donc comme si le temps s'était arrêté. Mais la toute fin de la séquence, où le drone ambiant de Moby remplace la musique, nous remet face au sentiment d'apocalypse imminent qui imprègne le film. On est en dehors du temps, mais on sait que l'apocalypse va arriver. C'est d'ailleurs ce que nous annonce la voix off d'Abilene dès le début du film. This is the way the world ends. Not with a whimper, but with a bang. Sauf que comme lui, on est en dehors de ce temps et de cette histoire. Comme si on était face à un précipice dans lequel on sait que l'on aurait pu sauter. Parce que de mon point de vue, Abilene, c'est nous. Il regarde comme un spectateur ce que l'Amérique aurait pu devenir dans une chronologie alternative, dans un monde parallèle où Justin Timberlake serait un ancien soldat, où Sarah Michelle Gellar serait une ex-actrice porno, où Dwayne Johnson serait un acteur de cinéma, et où le parti républicain aurait plongé son pays dans un état sécuritaire digne d'une dictature. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est que certains points ne sont pas si éloignés de notre réalité. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Et voilà, c'était l'analyse de Southland Tales. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à en dire tellement ce film est dense et complexe. J'espère tout de même vous avoir appris certains trucs et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Pourquoi il faut voir. Bip!